ce dont je vais parler, les travaux que je vais citer, ils ont pour spécificité de reposer sur des analyses empiriques du droit et de la justice, c'est-à-dire de saisir le droit non pas de l'intérieur comme une juriste, mais plus avec les outils de la sociologie et éventuellement de l'histoire ou de l'anthropologie pour essayer de comprendre un peu comment les acteurs sociaux se saisissent de ce matériau, de cet outil, comment les juges réagissent face aux interpellations dont on a pu parler, qui sont les avocats qui vont se spécialiser dans telle ou telle cause, et puis aussi quelles sont les dynamiques complexes entre ces usages du droit et les mouvements sociaux divers qui peuvent recourir ou pas à ce moyen d'action. D'accord ? Donc évidemment, ces grandes propositions dont je viens de parler, elles ont été travaillées très largement, mais elles ont été quand même plutôt travaillées aux États-Unis qu'en France jusqu'à une période récente, hein. Notamment parce que dans les pays de common law, même de manière plus générale, il y a une tradition d'analyse du droit et de la justice, justement, qui est plus empirique, plus réaliste. Ce qui fait que les liens aussi entre juristes, sociologues, historiens ont été plus forts et que donc un certain nombre de travaux dont je vais parler sont plutôt nord-américains, mais me semble-t-il posent des questions en tout cas qui peuvent être intéressantes pour analyser des situations françaises et puis pour analyser aussi des situations globales, internationales, puisque évidemment on est rarement dans des situations, dans des questionnements uniquement nationaux lorsqu'on parle en particulier d'environnement. Alors, la cause environnementale, au sens large, et on a déjà évoqué le fait qu'en fait, elle se déployait sur énormément d'objets et aussi énormément de juridictions, hein, elle est susceptible, donc, comme beaucoup d'autres, de donner lieu à une mise en forme juridique, à même de produire des effets, hein, et ce, à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau de la contestation de politiques publiques, hein, on en a parlé, ça peut être pour contester un tracé d'infrastructure, le développement de grands projets, par exemple au nom des atteintes à l'environnement, mais ça peut être aussi des formes de recours au droit beaucoup plus limitées, beaucoup plus circonscrits, par exemple des personnes qui peuvent se sentir lésées par telle ou telle pratique. Alors qu'est-ce que ça fait de mettre en droit une cause comme celle de l'environnement et des causes de manière plus générale? Alors, il y a plusieurs registres d'interrogation qui, me semble-t-il, peuvent être discutés ici. Ce dont on a déjà pris conscience dans les exposés qui précèdent, c'est que pour se lancer dans un contentieux ou même pour appréhender juridiquement une question, en particulier une question nouvelle, puisqu'il s'agit là de questions relativement nouvelles, il faut des ressources juridiques. Et des ressources juridiques, ça veut dire des juristes formés sur ces questions, qui ne sont pas encore très très nombreux, parce qu'il n'y a pas non plus dans toutes les facultés de droit, par exemple, des vrais enseignements sur ces questions-là. Il faut des juristes qui soient formés. Et puis, il faut aussi, pour des organisations, les moyens justement d'avoir, de recruter ou de travailler avec. Ça peut être sur des formes de pro bono, de bénévolat, etc. Mais enfin, il faut quand même avoir les moyens de se forger, voilà, un capital, des ressources juridiques suffisantes pour pouvoir appréhender des questionnements qui, on l'a vu, sont à la fois assez techniques, sont à la fois ouverts dans beaucoup de directions et qui en plus sont très nouveaux. Donc la jurisprudence, elle n'est pas stabilisée. Hein, c'est-à-dire que les choses bougent, la loi bouge beaucoup, il y a plein de stratégies qui sont en cours, qui n'ont pas encore donné de résultats, donc on ne sait pas trop de quel côté ça va pencher. Donc ça, c'est à la fois une source d'opportunité pour les mouvements, puisque ça leur, voilà, les choses ne sont pas bloquées. Il y a des possibles, mais en même temps, voilà, il faut savoir, à chaque fois on fait des paris qui ont des coûts, qui ont des impacts, qui peuvent se révéler contre-productifs, on l'a déjà vu. Donc il faut des juristes, il faut des ressources, et il faut aussi du temps. Hein, ça aussi, ça a été dit, c'est-à-dire que le contentieux, c'est se mettre dans des circuits dont on ne contrôle pas, pour les organisations en particulier, le moment où ça va se terminer. D'accord ? Et une stratégie ou une contre-stratégie qui peut être menée dans plein de types de contentieux, je l'ai vu beaucoup par exemple dans les contentieux du travail, mais qu'on retrouve aussi dans ces contentieux, c'est la stratégie qui consiste à faire durer. Hein, en tentant, voilà, de récuser les juges, en jouant beaucoup sur la procédure. C'est des types de stratégies que les avocats des grandes entreprises, les avocats patronaux font beaucoup, c'est de faire durer le plus longtemps possible, en jouant sur la procédure de manière un peu dilatoire,
Pourquoi ? Parce que pour essayer de décourager, pour essayer de faire retomber la tension, pour essayer d'aller dans des domaines qui n'intéressent pas les journalistes parce que ça devient très technique, et aussi parce que plus ça dure, plus ça coûte de l'argent. Et Total, il peut se permettre de faire durer les choses très très longtemps, mais une petite association environnementale bretonne, peut-être pas. D'accord ? Donc la question du temps, elle est très complexe, et à partir du moment où on s'engage dans la consultation, on se lie un peu les mains pour une organisation de ce point de vue-là, parce qu'il faut être capable de tenir dans la durée, et ce, à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau médiatique, au niveau financier, au niveau aussi des militants qui peuvent être découragés par le fait que ça semble ne pas porter ses fruits, voire même partir dans des sables mouvants. Et donc ça, c'est vraiment des questionnements qui sont problématiques, et tout ça fait aussi que ça peut avoir des coûts en termes de démobilisation pour des organisations, et il y a pas mal de travaux académiques qui disent, voilà, est-ce que finalement, c'est pas une perte de temps et d'argent ? Est-ce que le fait d'investir sur le droit et la justice, comme on le voit effectivement de plus en plus dans des organisations, dans des domaines où ça ne se faisait pas autant, est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie ? Est-ce que ça ne serait pas plus efficace, moins coûteux que de continuer à développer d'autres formes d'action, donc cette question de l'arbitrage. Et ça a conduit à beaucoup de réflexions qui ne sont pas complètement tranchées. Un débat qui est intéressant et je pense qu'il rebondit avec les choses dont on vient de parler, c'est un débat qu'il y a eu dans les années 90 entre deux chercheurs nord-américains, Gerald Rosenberg d'une part et Michael McCann de l'autre. Alors Gerald Rosenberg, ce n'est pas sur les questions d'environnement dans ces cas-là, mais je pense qu'on peut transposer, il s'est intéressé aux décisions de la Cour suprême et à leurs effets. Les grandes décisions des droits civiques des années 60, 50, 60, 70 américaines sur la déségrégation, sur l'avortement, en disant voilà, ce sont des décisions qui ont marqué les esprits. Tout le monde pense qu'une fois qu'elles ont eu lieu, ça a changé le cours des choses. Mais en fait, il appelle ça the hollow hope. Il dit c'est un espoir vain. On croit que ça a réglé le problème, alors qu'en fait, ça a eu des effets contre-productifs encore plus importants. Parce que, d'une part, les gens pensent qu'une fois que la décision a été obtenue, c'est bon, on a gagné, alors que c'est des décisions qui n'ont pas été appliquées dans les faits. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une décision qui n'a pas de conséquences, où il n'y a pas de politique publique derrière pour la rendre efficace ? Donc, ça a démobilisé parce que les gens pensaient que ça y est, c'était fait. Et puis, en plus, par contre, il y a eu ce qu'on appelle un effet backlash, c'est-à-dire que ça a stimulé, a excité en quelque sorte les partis adverses qui ont monté des formes de stratégie pour annuler tout ça. Donc lui a une vision très pessimiste en disant en fait il y a beaucoup trop d'énergie qui est consacrée à ces grandes décisions qui ont des effets contre-productifs. Ce qu'a dit Michael McCann, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur la question de la mobilisation contre les inégalités salariales hommes-femmes aux États-Unis dans les années 80, dans des mobilisations qui étaient plutôt dans le secteur public, dans des milieux peu qualifiés. Il a montré que ce n'était pas si simple, d'abord que la plupart du contentieux, ce n'est pas la Cour suprême, d'accord ? Et que si on regardait les effets des mobilisations sur les personnes qui étaient concernées, le plus important, ce n'était pas forcément de savoir si à la fin, il y avait une victoire ou une défaite, mais que ces mobilisations, elles avaient vraiment changé le cours des choses pour notamment les femmes qui s'étaient battues, parce que ça avait développé leur conscience des droits, et qu'après, c'était syndiqué, que donc ça avait eu un effet transformateur au niveau des personnes, en tant que conscience citoyenne, en tant que capacité à se saisir des droits qu'elles avaient, qui étaient importants et qui nécessitaient d'être pris en compte d'une autre manière que les effets des grandes décisions. D'accord ? Donc on voit bien qu'il y a une question d'échelle, c'est-à-dire que des luttes, elles peuvent avoir des effets sur les personnes, les sensibiliser en termes vraiment de conscience citoyenne, de manière relativement déconnectée, encore une fois, de la grande décision qui vient parfois 10 ou 15 ans après. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et il y a beaucoup de niveaux pertinents, et donc de niveaux d'études pour nous sociologues, et en tout cas une incertitude temporelle, encore une fois, qui me semble très importante. Un autre effet qui a été beaucoup discuté dans les travaux de sciences sociales, c'est est-ce que le passage par le droit, ça ne tend pas à dépolitiser la cause ? Effectivement, le passage par le droit, ça a conduit à énoncer une question sous des termes techniques, et la question du forum, enfin, ou du juge qu'il est possible de saisir, peut conduire à arriver à des choses extrêmement techniques. Par exemple, pour obtenir une décision devant la Cour de cassation, il s'agit de parler, on n'est plus sur la question du fond, on est vraiment sur la question formelle de la cassation. Et ça, c'est des éléments
où on n'est plus du tout sur le fond du problème. Et donc on peut gagner en cassation, mais en fait, si on regarde de quoi est fait le retour, les mémoires en défense, etc., la dimension politique elle-même, elle n'est plus du tout présente à ce niveau-là. Donc voilà, il y a une tension. Qu'est-ce que ça veut dire de gagner juridiquement si sur le fond, il n'y a plus du tout d'éléments politiques à la décision et c'est juste parce qu'il y a une erreur de procédure qu'on gagne? Comment on fait après pour recoller en quelque sorte le message politique et le message juridique? C'est pas non plus totalement évident. Est-ce que, par exemple, il faut faire une stratégie judiciaire qui peut gagner si jamais on oublie complètement cette dimension? Donc il y a des coûts, il y a des risques et il y a des limites au contentieux, à l'entrée en contentieux, à se saisir du droit. Néanmoins, les effets les plus positifs, c'est certainement ceux de publicisation, dont on a parlé, et publicisation aussi des positions de la partie adverse. C'est pas seulement que ça permet à Greenpeace de faire connaître ses positions, France Nature Environnement d'apparaître comme un acteur qui agit sur différents fronts, c'est aussi que ça oblige souvent la partie adverse à se justifier et à rendre des comptes. D'accord ? Voilà, on dit à l'État, prouvez-nous que vous faites ci ou ça. Et s'il ne le fait pas quand même, ça se voit du coup. Hein, on le met un petit peu en défaut. Donc cette publicisation, elle est importante. Et la deuxième dimension importante, c'est la légitimité que ça confère à ces ONG, à ces organisations, de montrer qu'elles sont capables d'aller sur ces terrains-là et donc aussi de se positionner en interlocuteur légitime de la puissance étatique ou des très grandes entreprises. Hein, donc ça, c'est important. Alors après, quand la décision arrive, là aussi, il n'y a pas d'univocité de l'interprétation. C'est-à-dire que c'est très bien, même si j'ai dit dans quelles conditions, de gagner, mais ça peut être très bien de perdre aussi, parce que ça peut devenir un scandale. Hein, ça peut mettre en exergue justement une tension entre l'institution judiciaire et une injustice morale. D'accord ? Et donc là, il y a aussi tout un travail d'explicitation et de publicisation qui fait qu'il peut y avoir des défaites judiciaires qui se transforment d'un certain point de vue en victoire médiatique, voire même des positions qui transgressent volontairement la loi pour attirer l'attention des médias. Et ça, c'est notamment tous les phénomènes de désobéissance dont on a pu parler. Alors, si j'ai encore 5 minutes... Je voulais venir sur une enquête qui n'est pas la mienne, je n'ai pas travaillé sur l'environnement, mais qui peut-être peut nous amener à réfléchir. C'est une enquête qui a été conduite par ma collègue Lisa Vanala, qui est à University College à Londres, sur les paradoxes de la mobilisation du droit par les mouvements environnementalistes au Royaume-Uni. C'est un article qui date de 2012, sur lequel elle revient sur les stratégies judiciaires de 4 ONG environnementales en Grande-Bretagne, sur 20 ans, en gros de 1990 à 2010. Donc à la fois, elle regarde quel type de contentieux elles ont fait, quel a été le résultat et comment l'analyser. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que déjà, ce sont des contentieux qui ont rarement été gagnés. Sur ces 4 ONG sur 20 ans, elles ont gagné à peu près qu'un tiers, d'accord, des actions qu'elles ont entreprises. Donc ça, si on regarde les chiffres comme ça ne semble pas être très, très positif. Et en plus, il y a eu un coût financier considérable puisque les règles procédurales en Grande-Bretagne sont très défavorables. Il y a un système qui s'appelle celui qui perd paye, qui fait qu'on paye les frais de justice, mais ce n'est pas forfaitisé en quelque sorte comme en France, c'est au coût réel. Donc les ONG, quand elles ont perdu, elles ont pu payer des fois des centaines de milliers de livres pour rembourser, pour payer les frais de justice des grandes entreprises, notamment, qui étaient en face d'elles. D'accord ? Donc c'est un contentieux souvent perdu et qui a eu des coûts absolument énormes. Et pourtant, ça continue. Donc comment comprendre ce paradoxe qu'ils n'arrêtent pas immédiatement, parce que c'est ruineux et ça ne semble pas très positif. Alors elle revient un peu en arrière, notamment la date de 72, elle est importante, pas à cause seulement de Stockholm, mais aussi de ce livre de Christopher Stone, Should Trees Have Standing, dont peut-être Benoît a parlé ce matin, voilà. Donc sur la question de l'interagir, de la représentation des non-humains devant les tribunaux, et donc de la manière dont les ONG ont pris en charge cette défense. Elles l'ont fait en Grande-Bretagne beaucoup dans ce qui s'appelle les Judicial Review Actions, c'est-à-dire le contentieux qui conteste des décisions d'ordre public, donc ce serait plutôt de l'ordre du tribunal administratif chez nous. Et c'est surtout ce type de décision, donc, ce type de contentieux dans lequel les 4 ONG qu'elle étudie se sont engagées depuis les années 90.
et qui ont eu des effets à la fois directs, les décisions, mais aussi indirects. Et en fait, ce que propose Lisa Vanala, c'est de dire, il faut aussi regarder les effets indirects de la mobilisation pour comprendre, parce qu'elles ne sont quand même pas totalement irrationnelles, pourquoi ces ONG, elles persistent en quelque sorte. D'une part parce que, j'ai déjà un peu évoqué, elle cite aussi d'autres travaux de McCann, parce que c'est contentieux quand même, et on le voit bien avec les affaires dont on a parlé, ça structure un mouvement, ça crée des dynamiques, ça attire l'attention, hein, et aussi parce que ça peut renforcer la crédibilité de ces ONG au détriment des acteurs auxquels elles s'opposent. Par contre, ça a aussi des limites, ce type de contentieux. Ça permet surtout de discuter de la manière dont la décision a été prise. Est-ce que, par exemple, l'État a fait toutes les vérifications qui devaient être faites? Ça concerne surtout la définition du rôle de l'État et de ses agents, et moins la question des acteurs, par exemple des grandes entreprises qui peuvent être en face. Alors là, les 4 ONG qu'elle étudie, c'est la Société royale pour la protection des animaux, WWF, Friend of the Earth et Greenpeace UK. Donc plutôt des grosses organisations avec des histoires et des ancrages très différentes. Donc je ne vais pas revenir sur la spécificité de ce contentieux. Il y a effectivement Arus qui est important, mais qui est postérieur en fait à la période, dans ses effets, à la période qu'elle étudie. Donc c'est en gros 35 contentieux. Du point de vue de gagnés-perdus, il y en a 22 qui ont été perdus et 13 gagnés, d'accord, avec une augmentation du nombre de cas dans le temps, d'accord, donc une montée en puissance de ce recours au contentieux, et aussi, ça c'est le côté plus optimiste, beaucoup au début ils perdent tout, et puis progressivement quand même ça s'équilibre, c'est-à-dire qu'en fin de période ils gagnent une fois sur deux en gros. Hein. Les niveaux de juridiction ont des probabilités de succès très différentes en Grande-Bretagne, et là aussi quand on parle de la France il faudra regarder ça, c'est-à-dire que par exemple en appel ils perdent tout, mais à la High Court, au niveau supérieur, il y a beaucoup plus de victoires. Donc là aussi on voit que compter perdu, il faut voir dans le processus. C'est-à-dire qu'il faut des fois perdre un nouveau intermédiaire pour gagner à la fin, mais du coup, ça allonge d'autant plus les procédures. Bon, il y a cette question des coûts dont j'ai parlé, qui est un peu limitée par des changements procéduraux, mais qui reste très important. Donc la manière dont elle explique la persévérance de ces groupes, c'est à 2 niveaux. D'une part, ils ne font pas que du contentieux. Aucun d'entre eux ne fait que ça. Et donc, ça s'inscrit dans une gamme très vaste de formes de mobilisation, et le contentieux, c'est un moteur visible et médiatique de l'action, et ça attire les médias. Ça, c'est un autre chercheur qu'on connaît bien, Emmanuel Landry, qui l'avait montré sur la question des problèmes de l'amiante, c'est qu'il y a une mise en forme par la justice d'un problème qui est très pratique pour les médias, parce que ça leur permet, tous les éléments leur sont livrés, il y a une dramaturgie qui va avec, etc. D'accord. La deuxième chose, c'est que la poursuite du contentieux, elle permet de mettre en question la question de l'accès à la justice. Qui est quand même une question importante. Et si ça ne marche pas, ça renforce encore plus cette question. Alors, comment faire, quoi? On n'a pas accès à la justice sur ces questions, vous l'avez dit. Donc, ça scandalise, ça permet de créer du scandale, ça permet d'alerter l'opinion, etc. On peut gagner aussi, elle va dans des exemples plus précis, et ça recouvre tout ce que vous disiez. On peut perdre sur les fonds, mais on peut gagner sur la procédure. C'est ce que vous indiquez. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle montre comment certaines décisions, même si ça a été perdu, ont fait évoluer la reconnaissance de l'intérêt à agir, la standing rule en anglais. Et donc, le fait de pouvoir passer de la nécessité de prouver le dommage direct personnel à un dommage qui puisse être représentés par des associations, ça les fait rentrer aussi dans le débat de manière extrêmement importante, et ça leur permet d'accroître leur domaine d'intervention et de devenir aussi des interlocuteurs de l'État qui deviennent en quelque sorte incontournables sur ces questions, bien au-delà de la seule sphère judiciaire. L'autre cas qu'elle étudie, et là on est plus sur des questions dont vous parliez de criminalisation, c'est l'exemple, et ça rappelle aussi des choses en France récemment, c'est l'exemple des controverses et des mobilisations qu'il y a eu contre l'extension de l'aéroport d'Heathrow en 2010, où là aussi il y a eu beaucoup de mobilisations, d'occupations, etc. pour empêcher, et ce qui est intéressant, c'est que la British Airport Authority, elle a essayé d'utiliser la législation sur le harcèlement, en fait, pour faire inculper les organisations. La Cour n'a pas donné raison à la British Airport Authority, sauf pour 3 toutes petites organisations visiblement très radicales en partie, mais enfin globalement elle a donné tort et a permis de construire une campagne aussi
sur le détournement de cette législation sur le harcèlement par des acteurs à l'encontre des groupes de défense de l'environnement et donc de renverser en quelque sorte l'accusation et le stigmate. D'accord ? Donc ça a permis aussi d'ouvrir des débats au-delà de la cause environnementale sur la manière dont de grands groupes peuvent tenter de museler le débat public et sur le fait que dans ce cas-là, la publicité, elle était née du fait d'être poursuivie et non pas de poursuivre. Et donc on voit bien aussi que les configurations peuvent être différentes et qu'il ne faut jamais ne penser qu'à un sens. Il y a toujours, dans le cas de l'articulation entre droits et mouvements sociaux, à la fois le fait d'être en mesure ou organisation de porter des contentieux de manière proactive, mais il y a aussi les modalités de défense lorsqu'on est attaqué qui, politiquement, peuvent avoir des effets intéressants. Donc tout ça pour montrer qu'il n'est jamais simple d'évaluer si ça va être bon ou pas bon d'entrer dans une stratégie judiciaire. Il y a des effets qui sont tout à fait complexes, à la fois sur les groupes mobilisés et à la fois sur la société de manière plus générale. Ce sont des stratégies coûteuses qui prennent beaucoup de temps, mais qui ont des impacts médiatiques, publics et notamment et moraux, je dirais, presque au niveau de la société, qui sont tels qu'il me semble qu'on ne peut pas les négliger aujourd'hui.